Alors, donc moi, je m'appelle Elisabeth Maillard, donc je travaille à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital où il y a aussi un gros service de neurologie, où on s'occupe des patients qui sont atteints de sclérose en plaques et aussi de patients qui sont atteints de maladies plus rares, comme la NMO et la MOGAD. Et donc, je suis avec Marine. Donc, je m'appelle Marine Julie, je suis infirmière donc au CHU avec le professeur Marinier et avec le docteur Pic. Et alors, nous, on nous a donné comme partie de parler des symptômes. Donc, voilà, si vous avez peut-être des questions déjà qu'on a un peu abordées ou si vous avez des questions précises sur la prise en charge des symptômes, voilà, on peut essayer d'y répondre. J'ai un symptôme dont on ne parle jamais et j'en ai parlé à ma neurologue et même à mon centre de rééducation et personne n'a de solution pour moi. J'ai de l'anorgasmie et c'est très handicapant et ça fait déjà presque 1 an. Et on me dit, il n'y a rien à faire, il faut attendre, les connexions vont se refaire, il faut trouver un autre chemin, bref, patati patata. Mais c'est très handicapant et ça ne revient pas. Et ce n'est pas psychologique, je ne me mets pas une pression, voilà. Ouais, et ça, on n'en parle pas, il n'y a rien et c'est... C'est un peu tabou comme sujet. Oui, en alors, plus, c'est vous tabou. Avez raison. Vous avez raison. Voilà. Ça, moi, ça fait partie des symptômes qui ne sont pas toujours abordés. Et comme l'a dit Romain, il y a souvent, quand on parle des symptômes, on parle de la vision, de la motricité, parce que c'est les premiers symptômes. Mais on sait, en particulier dans l'atteinte de la moelle épinière, qu'il va y avoir les fibres motrices qui peuvent être touchées, les fibres sensitives, avec ce que vous racontiez, les problèmes de sensation quand on prend sa douche, quand on le toucher, qui peut être endormi, mais qui peut être aussi douloureux, les vêtements qui sont qui brûlent, qui font mal, qui sont le soutien-gorge, des choses qui sont très pénibles au quotidien. Et puis également tous les troubles vésico-sphinctériens qui peuvent être de 3 ordres, les problèmes urinaires, avec une vessie qui va être trop irritable, des envies de faire pipi de façon un peu incontrôlée, alors qu'on a pris ses précautions, on marche 10 minutes dans la rue, on a très envie, on est obligé de courir dans un café pour faire pipi. Au contraire, parfois la vessie paresseuse, il faut pousser, se concentrer. Parfois même, c'est bloqué, on est obligé d'avoir recours à des médicaments, à des sondages. Et puis la partie sexuelle également, dont vous parlez très bien, qui alors il peut y avoir l'anorgasmie ou au contraire des difficultés d'orgasme ou de lenteur, de sensations désagréables et qui ont également un retentissement personnel très complexe dans le couple, dans la vie personnelle. Alors, déjà, il y a plusieurs choses, en fait. Si on prend les symptômes en général, et en particulier dans ce que vous racontez, c'est que d'abord, il y a la poussée. Donc, les symptômes se sont installés au cours d'une poussée. Donc, le médecin va prendre en charge la poussée avec les traitements dont on a parlé, les perfusions, peut-être des échanges plasmatiques, voilà. Et on va surveiller la récupération. Alors, cette récupération, dans la sclérose en plaques, on disait souvent, ça dure 4-5 semaines. Alors ça, c'est parce qu'on est souvent assez optimiste en neurologie, mais pour autant, c'est souvent un peu plus long. C'est vrai que l'évolution... On voit une tendance sur les premières semaines de l'évolution de la poussée, mais on sait très bien que certains types de symptômes vont prendre un peu plus de temps. Par exemple, la vision, souvent on récupère assez vite dans les premières semaines, on ne voyait rien du tout et on va récupérer 6, 7 dixièmes, on est content au bout de quelques semaines. Mais parfois, pour regagner de 7 à 8 dixièmes ou de 8 à 9, ça peut prendre des semaines et parfois même des mois. Donc c'est pour ça que déjà, dans la phase aiguë, on va attendre et on sait que la récupération complète, elle va pouvoir prendre 3, 6, parfois même un peu plus mois. D'accord ? Et après, il y a les symptômes séquelaires, c'est-à-dire une fois qu'on a laissé passer 6 à 12 mois après l'épisode, qu'est-ce qui nous reste comme symptômes et qu'est-ce qu'on peut traiter ou pas. Alors pour la partie strictement, effectivement, sur la sphère sexuelle et sexo, nous, les neurologues, je dois reconnaître, on n'est pas très bons, c'est sûr. On apprend alors mieux maintenant, mais c'est vrai que même dans nos études de médecine, moi, je ne pense pas que j'ai eu de cours là-dessus. Pas du tout même. Et maintenant, se développe quand même dans les services de neurourologie, de rééducation. Donc je crois qu'il y a un collègue rééducateur, il pourra probablement en parler. Nos collègues rééducateurs qui travaillent sur la neurologie, ils abordent les 3 sphères sphinctériennes et en particulier, ils travaillent sur ces troubles-là, en sachant que parfois, ils n'ont pas toujours de solution. Ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est quand même mieux connu et mieux abordé qu'il y a certains temps. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est souvent obligé de faire appel à des collègues plus spécialisés que nous sur le symptôme en particulier.
Et je pense que c'est un peu ça, en fait, le message. Après, on peut revoir. C'est que c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. C'est un mot que des organismes de santé adorent. Ça fait très chic, multidisciplinaire. Mais en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a une maladie neurologique. Mais en fait, ça peut donner plein de symptômes différents que le patient va raconter à son neurologue, que le neurologue va décortiquer avec lui. Et puis après, parfois, le neurologue, par exemple, il n'est pas ophtalmo. Hein. Moi, je ne sais pas très bien regarder les fonds d'œil, je ne connais pas bien. Je vais avoir besoin de l'ophtalmo. Pour les problèmes urinaires, on va avoir besoin de neuro-urologue. Les problèmes de marche, les problèmes de raideur, on a besoin des rééducateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parfois, le moral ne va pas aussi. On est anxieux, on est stressé. On a eu parfois un traumatisme dans l'annonce diagnostique, dans la prise en charge à la phase aiguë. On a besoin de remonter la pente, d'être soutenu, d'être accompagné. On a besoin d'un psychologue, on a parfois besoin d'un psychiatre. Et donc, c'est vraiment cette prise en charge de chaque symptôme qui peut interférer dans notre vie quotidienne qui est importante, avec les collaborations que le neurologue va avoir dans son territoire de soins avec ses collègues. Non, mais c'est... Pour ajouter en fait sur ce commentaire-là, nous en pédiatrie, donc déjà les neurologues sont aussi des... nous en pédiatrie, on était encore plus nuls que ça. Et donc là aujourd'hui, on a commencé à faire aussi beaucoup surtout chez les ados et les pré-ados, on commence à faire en fait des consultations avec, comme le dit Madame Maillard, pluridisciplinaires, et en particulier avec des gynéco-obstétriciens qui ont aussi une partie de sexologues, sur lequel on les apprend en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de troubles érectiles chez les adolescents qu'on n'a pas pris en compte en fait, depuis un certain temps. Ce que vous aviez dit aussi, c'est de pouvoir lever les tabous et d'oser en parler. Et que si une personne, du coup, entend peut-être pas ce sujet-là, mais du coup, de continuer à l'aborder et que vous, ça reste un souci dans le quotidien et de continuer. Et qu'à un moment donné, on pourra davantage en discuter aussi et de pouvoir trouver des solutions et de orienter vers la personne qui puisse aider. Donc, Vous avez crié? On va crier alors. À l'époque, quand on parlait, quand on allait voir les patients, en fait, se plaignaient d'avoir des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, des difficultés à retenir les choses, etc. Et à l'époque, on disait non, c'est pas à cause de la maladie, parce que c'est pas comme la sclérose en plaques, machin. Et là, maintenant, ça y est, on a réussi un peu à se faire entendre. Est-ce que c'est rentré dans des critères, est-ce que ça, maintenant, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des troubles cognitifs dans la NMO ou non, c'est juste... Alors effectivement, de toute façon, Romain l'a très bien dit tout à l'heure. Hein, au départ, vraiment la description de la NMO, elle s'est faite en opposition de la sclérose en plaques. Donc en gros, ça permettait un peu de la décrire. Et à partir du moment où il y a eu les biomarqueurs, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé sur certains aspects. Mais l'aspect cognitif, comme souvent, est arrivé après. Et ça fait quelques temps, alors Romain, il a une étudiante qui a travaillé là-dessus justement, hein, je ne me trompe pas, hein, sur les troubles cognitifs chez ces patients suivis pour une NMO, où il leur a proposé de faire des batteries de tests. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des petites difficultés également qui étaient objectivées sur les tests. Parce que la difficulté, c'est quand les patients en consultation vont nous dire, j'ai l'impression que je ne me souviens pas de certaines choses, je n'ai pas retrouvé mes clés ou j'ai oublié des rendez-vous. Vous voyez, on pose quelques questions, mais ce n'est pas forcément très spécifique. Et on a besoin de faire des tests un petit peu plus poussés qui prennent un peu de temps, souvent une demi-journée quand même à l'hôpital pour faire ces tests de concentration. Et donc, ça a pu être fait dans différents types d'études. Et effectivement, on a remarqué que certains patients avaient des difficultés. Alors, ces difficultés qu'on retrouve sur les tests, elles sont aussi parfois majorées par les troubles du sommeil, par l'anxiété, par certains médicaments qu'on peut prendre pour le moral ou pour les douleurs neurologiques. Hein. Parfois, on prend des médicaments qui aussi entraînent des difficultés de concentration. Donc, il faut interpréter le bilan avec toutes ces choses-là en tête, bien sûr. Mais oui, ça a été bien. Maintenant, je pense que c'est un peu mieux rentré. Alors, c'est mieux connu des experts de la NMO. Je ne suis pas sûre que c'est encore beaucoup diffusé dans la population neurologique en général. Et pour le moment, ça n'est pas rentré dans les critères. Hein. Je ne pense pas que vous ayez prévu de le mettre. C'est encore un peu une niche. Pour les douleurs, quand j'ai demandé à ma neurologue si ça allait partir un jour, elle ne sait pas me répondre, mais surtout elle me fait comprendre que ça peut durer toute la vie, quoi.
je voulais savoir si ça allait partir, parce que je compte pas prendre des médicaments toute ma vie, quoi. Bah, je comprends. Alors moi, je suis toujours très optimiste. Moi, je ne pense pas que ça va durer toute la vie. Mais c'est vrai que les douleurs, ça fait partie des choses qui sont très compliquées à appréhender et en tout cas à pronostiquer. Parce qu'en fait, on a des expériences, je pense que mes collègues, c'est pareil, de patients qui effectivement, on a connu à des moments de leur trajet, de leur parcours de maladie, avec des douleurs insoutenables, qu'on a beaucoup de mal à soulager. Et puis finalement, ils font tout ce qu'on leur demande, on met en place plein de choses, ça met du temps, ça ne s'améliore pas. Et puis à un moment, les choses s'améliorent petit à petit, sans qu'il se soit passé grand-chose de nouveau. Voilà. Donc ça peut être mystérieux quand même parfois, ces douleurs. Pour autant, il y a quand même un substrat souvent là-dessous. C'est quand même qu'il y a eu des souffrances des racines nerveuses, de la moelle épinière, de la sensibilité. Et donc en fait, ces sensations que quand on n'est pas malade, voilà, on sent les choses, et là, le signal parfois va être altéré, et un signal qui ne devrait pas être douloureux, il devient modifié et il devient algique, douloureux, pas tout le temps, de temps en temps parfois, brûlure, décharge électrique, enfin bref, il y a différentes choses. Et donc effectivement, la prise en charge de ces douleurs, elle peut être assez complexe, elle peut prendre un petit peu de temps. On s'appuie sur des médicaments parfois qui sont effectivement que les patients n'aiment pas trop prendre parce que c'est un peu lourd quand on lit la notice. Il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est des médicaments qui sont souvent donnés plus sur l'épilepsie ou pour le syndrome dépressif. Alors on ne le donne pas parce qu'on se trompe de diagnostic, mais on sait aussi que ça peut bien marcher dans les douleurs neurologiques parce que justement, ça va aider un peu à modifier ce signal et à le rendre moins douloureux, si vous voulez. C'est vraiment une modification de la transmission du signal nerveux, si on pourrait dire. Et c'est des médicaments aussi qui sont pas faciles à prendre, et c'est pour ça aussi que les patients sont pas très enclins, et c'est tout à fait logique. C'est que c'est pas comme du paracétamol. Quand on a mal à la tête, on a une migraine, on prend le médicament et puis ça passe. Là, c'est plus quelque chose qu'il va falloir prendre quotidiennement, régulièrement, pour pouvoir justement atténuer ce signal. Et donc, on va pas forcément voir les résultats positifs de la prise en charge du médicament au bout d'une semaine. Ça peut être un petit peu plus long. Et c'est pour ça que voilà, ça peut prendre du temps, mais je pense qu'il faut pas... Enfin, je pense que si on part en se disant qu'on l'aura toute la vie, c'est dur quand même. Il vaut mieux. Parce que ça fait déjà des mois et que ça oui, part toujours mais pas. même si c'est des mois. Là, pour le coup, encore une fois, il y a déjà la poussée. Vraiment, ça, je suis assez pas formelle, mais j'ai déjà vu des patients avec des grosses atteintes de la moelle épinière qui ont des symptômes très évidents, qui vont s'améliorer assez vite, et tant mieux, mais qui vont garder un cortège de symptômes plus subtils, mais très handicapants au quotidien, pendant plus longtemps. Et ce plus longtemps peut être assez long. Voilà. Oui. Mais pas forcément toute la vie. C'est long. C'est quelques années, Ça peut. Pas, quoi. Ça peut. Et vous savez aussi s'il y a des essais cliniques sur des traitements qui remyéliniseraient les nerfs? Tu voudras en parler ou tu veux que je parle de la myéline? Si tu veux. Parce que c'est assez rapide, en fait. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y en a pas. Non, mais c'est pas vrai. En fait, il se trouve que c'est un peu comme je suis à Paris, moi, je suis dans une équipe de recherche où c'est justement la remyélinisation, donc l'action de rapporter de la myéline là où elle a été abîmée. Ça fait partie de leur thématique de recherche. C'est pour ça que je suis assez impliquée dans l'affaire. Donc c'est vrai que c'est essentiellement chez des patients qui sont atteints de sclérose en plaques que ces essais sont menés, parce que c'est la maladie de description initiale où il y a une perte de myéline. Et puis aussi, les patients sont plus nombreux. Donc quand on fait des études, c'est souvent un peu plus facile. Donc effectivement, vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure avec Kumaran et Romain, quand il y a une perte de myéline dans le système nerveux, la myéline, c'est ce qui permet aux neurones de communiquer entre eux à toute vitesse et donc de faire que tout se passe bien. Et donc, si la myéline est abîmée, le signal marche moins bien. Et donc, après, le neurone en dessous va souffrir et c'est comme ça qu'on peut avoir donc, des séquelles qui peuvent nous gêner. Et donc, un des projets de recherche depuis de très nombreuses années, ce serait d'aider à réparer la myéline, à refaire de la belle myéline très efficace et de bien protéger le neurone et de bien faire passer le signal. C'est très compliqué pour plein de raisons d'apporter des traitements pour remyéliniser. Déjà parce qu'il faut des médicaments qui sont capables d'aller dans le système nerveux, ce qui n'est finalement pas si fréquent. On verra tout à l'heure, mais les traitements qu'on donne dans les maladies que vous avez, c'est des traitements très puissants, mais le plus souvent déjà dans le sang périphérique, d'accord ? Il faut des particularités aux médicaments pour aller dans le cerveau. Et maintenant, il faut qu'on trouve des molécules pour aider effectivement à booster ces cellules qu'on appelle les oligodendrocytes, pour les aider à leur donner plein de force et d'aller réparer là où c'est abîmé.
Et donc en pratique, il n'y a pas de traitement validé qui fonctionne dans la sclérose en plaques, mais il y a quand même des pistes. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Par rapport à il y a 20 ans, il y a maintenant quand même pas mal de choses qui ont été faites et qui ont été investiguées avec des molécules intéressantes qui sont essayées parfois sur des petits groupes de patients atteints de sclérose en plaques et où on voit des effets qui ont l'air intéressants. Donc il y a vraiment une recherche très dynamique là-dessus. Mais pour le moment, malheureusement, il n'y a pas encore de traitement qu'on peut donner dès maintenant. Mais il y a quand même des essais sur des personnes en France. Alors oui, là, oui, tout à fait. Enfin là, il y en a un qui est arrêté, mais enfin oui, en tout cas aux États-Unis, là en Angleterre, il y en a un autre. Nous, on avait fait un petit essai, une preuve de concept sur l'atteinte du nerf optique. Et justement, j'y pense parce que c'était des patients qui avaient une névrite optique aiguë. Et dedans, il y avait des patients atteints de sclérose en plaques, mais il y avait aussi des patients avec des anticorps anti-MOG, par exemple. Et finalement, on les avait gardés dans l'essai parce que ça nous paraissait intéressant, puisque le principe, c'était vraiment de voir si on améliorait la remyélinisation. Et donc, un patient atteint de MOG, eh ben, oui, il va avoir le même problème au niveau de la myéline. Donc, on pouvait tout à fait leur proposer l'étude. Et comment on peut faire si jamais on veut faire partie des essais? Alors là, on ne recrute pas de toute façon. Donc là, celle-ci, elle est finie. Je ne sais pas si... Dans Brain Team, de toute façon, je crois que le plus simple quand on veut participer à des essais, de façon générale, c'est d'en parler à son neurologue. Alors, de façon générale, tous les neurologues experts de la sclérose en plaques et de la NMO et de la MOGAD, on travaille tous ensemble au sein comment on pourrait dire, un organisme, l'OFSEP, comment ça s'appelle? Une secte? Non, pas trop. Et donc, on fait beaucoup de recherches ensemble, de ce qu'on appelle de recherche clinique, où on s'échange beaucoup d'informations et on a beaucoup de projets de recherche ensemble, parce que vous l'avez compris, quand on parle de maladies rares en particulier, si on est tout seul dans notre coin, on va avoir du mal à montrer des choses et à avancer sur les connaissances de ces maladies. Donc, on a quand même intérêt à travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en parler à votre neurologue. Déjà, si vous acceptez de participer à ce qu'on appelle la cohorte, c'est-à-dire d'avoir des informations sur chaque patient suivi en France, quel type de maladie, quel type de symptômes, quel type de traitement. Ça, c'est des informations très, très précieuses pour mieux connaître les maladies. Et puis après, effectivement, pour tel type de problème en particulier, vous pouvez en parler à votre neurologue. On a un réseau de recherche aussi au niveau national où on met des critères et si l'étude est en cours de recrutement, on peut dire, bah oui, là, on cherche des gens, par exemple. Pour revenir quand même à la problématique qui nous tient à cœur depuis toujours, nous en travaillant sur la sclérose en plaques et ses maladies rares, qui est de la réparation, outre le fait qu'il faut trouver la bonne molécule, il y avait aussi un élément qui était qu'est-ce qu'on va regarder pour évaluer l'impact de ces traitements. Parce qu'un essai thérapeutique, ça prend 1, 2, 3 ans maximum. C'est déjà beaucoup, c'est déjà très coûteux. Mais si on veut regarder la réparation, des fois, c'est peut-être des processus qui vont durer 5, 10, 15 ans cliniquement. Donc on n'a pas les moyens de mettre en route que sur la clinique un essai thérapeutique. Donc on avait besoin d'outils qui nous permettent, de façon indépendante de la clinique, de dire si oui ou non il y a un processus de remyélinisation qui est en cours. Et c'était difficile. Et c'est en grande partie des travaux qui sont réalisés dans l'équipe du docteur Maillard, qui sont de créer des outils d'imagerie qui nous permettent de regarder la remyélinisation. Parce que l'imagerie qu'on fait actuellement, l'IRM classique, on ne voit pas la remyélinisation. Même si elle existe, on ne la voit pas. Donc là, c'est un travail qui est réalisé essentiellement par l'équipe d'Elisabeth et du professeur Stankoff, qui va viser à utiliser des outils d'imagerie innovants permettant de mettre en évidence si oui ou non il y a de la remyélinisation sur une période beaucoup plus courte que 3, 4, 5, 10 ans. Et ça, c'est un élément aussi, c'est une vraie révolution qui va nous aider à continuer à travailler sur la remyélinisation. Peut-être bête, mais comment différencier d'une vraie poussée d'une fausse poussée? Parce que souvent on se pose, est-ce qu'on fait une vraie poussée? Est-ce que c'est une... Voilà, c'est... on ne sait pas en fait. C'est compliqué. Est-ce qu'on doit aller à l'hôpital, pas à l'hôpital? Ouais. Est-ce qu'on reste comme ça? Les fluctuations, enfin ce qu'on appelle fluctuations du coup des symptômes qui sont présents au moment de la poussée, qui peuvent s'atténuer, qui peuvent revenir. C'est ça, je pense, le plus compliqué dans votre quotidien en tant que patient, du coup, à pouvoir identifier, à pouvoir gérer et à savoir à quel moment on doit prévenir du coup l'hôpital et comment on prend le charge derrière. Ça, je pense que...
Oui, alors après, nous, toujours pareil, en fait, on part de la sclérose en plaques, qui est la maladie la plus décrite, et effectivement, on dit toujours la définition de la poussée qu'on apprend, c'est des nouveaux symptômes neurologiques qui durent plus de 24 heures, donc qui s'installent en 24 heures et qui vont persister. Et malgré tout, cette définition, je l'utilise toujours, elle est importante, c'est-à-dire qu'on va rechercher, est-ce que ce sont donc des nouveaux symptômes et qui se sont installés sur 24-48 heures. Parce que on va quand même essayer après de faire la différence avec des symptômes séquelaires. Donc on parlait des séquelles qui peuvent fluctuer. Donc on l'a dit un peu tout à l'heure, la névrite optique, si un patient a déjà fait des atteintes du nerf optique, il va avoir l'impression que le voile est un petit peu plus marqué sur son œil déjà atteint. C'est très difficile. Est-ce que c'est vraiment une poussée ou une fluctuation? Donc dans ce genre de situation, on se laisse quand même 24 heures, 48 heures pour voir si les choses s'aggravent, parce que normalement la marche d'une poussée, on dit un peu en tache d'huile, c'est-à-dire qu'elle va s'aggraver heure après heure, ou en tout cas jour après jour, avec, par exemple, si c'est les troubles sensitifs, voilà, ça remonte, vous voyez, c'est pas juste un peu la main et puis ça s'arrête. Donc on essaye de comprendre sur 24-48 heures quelle va être un petit peu la cinétique du symptôme. Ça, c'est la première chose. Surtout si c'est un symptôme qu'on a déjà eu. Si c'est quelque chose de totalement nouveau, on se pose pas trop de questions. Au bout de 24 heures, on vient et normalement, là, au téléphone, on dit « Ah oui, c'est nouveau ». Quand c'est quelque chose qu'on a déjà connu, c'est la grande difficulté. Et donc, exactement, donc moi, j'utilise 24-48 heures, cette cinétique des symptômes. Et l'autre point important, c'est ce que nous, on appelle l'épine irritative, enfin, on s'en fout, on l'appelle comme on veut, c'est est-ce qu'il y a un facteur aggravant qui pourrait expliquer que la séquelle va un petit peu plus parler à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est pas que c'est une poussée, mais bien la cicatrice qui est un petit peu plus intense, les fourmillements qui sont un peu plus douloureux, le voile qui est un petit peu plus, vous voyez, un peu plus important sur l'œil. Et donc ça, cette fameuse épine irritative, les grands classiques, c'est la température, c'est quand il fait très chaud, la canicule. Quand on a de la fièvre, 40 degrés, parce qu'on a le Covid, la grippe ou que sais-je, ou quand on est très très fatigué, voilà, ce genre de situation. Alors la température, en fait, c'est quelque chose qui s'explique par la connaissance du corps humain, tout bêtement. C'est que, mettons, quand on a fait une atteinte de la moelle épinière, la myéline a été abîmée. Et finalement, donc, nos fameux oligodendrocytes dont on parle depuis tout à l'heure, ils ont réparé quand même partiellement la myéline abîmée. Mais ils ont réparé avec une myéline de qualité, on va dire, d'un peu moins bonne que la qualité qui a été faite dans vos premières années de vie, quand la myéline est fabriquée. Et donc, la grande chaleur au niveau du corps humain va ralentir la vitesse de conduction de la myéline. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne un petit peu moins bien quand il fait très chaud. Et donc, alors, ça ne le fait pas chez tout le monde. Il y a des patients, ça le fait de temps en temps et pas tout le temps. Vous voyez, ça reste un peu fluctuant. C'est pas du 100%, loin s'en faut. Mais pour autant, voilà, il y a des patients, clairement, quand il fait très chaud, ils ont l'impression de voir un petit peu moins bien. Ou ils courent, par exemple, et à la fin de la course, quand ils ont bien transpiré, ils ont très chaud, le voile revient devant l'œil. On se rafraîchit, on se passe de l'eau fraîche sur le visage, on boit de l'eau fraîche, ça passe. Bon, bah ça, c'est pas une poussée. On a clairement ce phénomène de séquelles qui est un petit peu plus intense, mais on a un contexte très clair, qui est assez facile, entre guillemets. Au début, on ne sait pas, mais quand on connaît la maladie, au bout d'un moment, on a identifié. Mais après, de temps en temps, vous avez raison, on ne comprend pas très bien, le patient ne comprend pas, et donc là, il faut quand même appeler le médecin pour raconter, dire ce qui se passe. Et quand on a un doute, on l'a dit tout à l'heure, on fait l'IRM, et puis parfois, on l'a dit aussi, l'IRM, elle est prise à défaut. Et là, c'est vraiment une discussion entre vous et votre neurologue pour voir comment mieux comprendre ce qui se passe en attendant d'avoir des biomarqueurs sanguins, peut-être, un peu plus solide et qui nous aiderait dans des situations compliquées. Sur le nerf optique, j'avais lu dans des littératures potentielle reconstruction avec des cellules souches. Je ne sais pas si, mais dans le futur, est-ce que c'est les balbutiements? Alors on pose la question de faire une greffe de cellules souches du nerf optique qui serait abîmé, c'est ça? Alors, mésenchymateuses, je sais pas. Dans le nerf optique, je vois pas. On avait vu en matière de glaucome, en fait, il y avait une atrophie du nerf optique. Leur projet à très long terme, sur 15, 20, 30 ans, ça serait de chercher une reconstruction par cellules souches.
Ok. Alors là, en l'occurrence, très précisément, donc on demande si on pourrait faire de la greffe de cellules souches sur le nerf optique. Je n'ai pas du tout information là-dessus. Alors c'est vrai qu'il faut aussi faire attention quand on dit greffe de cellules souches, c'est cellules souches de quoi? Parce qu'il y a plein de types de cellules souches différentes. Et alors sur le nerf optique en particulier, je ne sais pas. Ceci dit, ça reste... probablement dans les 20 prochaines années, il y aura énormément de progrès sur ces cellules souches parce que ça a l'air d'être très prometteur sur le plan thérapeutique. Mais présentement, sur la remyélinisation, le nerf optique, ça, je ne peux pas vous dire. Qui est fabriquée à la naissance. Et est-ce que, par exemple, en cas pédiatrique, myéline qui est fabriquée, il est aussi de mauvaise qualité que chez les adultes, ou c'est la même chose? C'est un peu, vous savez, je dis un peu schématiquement pour bien expliquer, c'est pas exactement, mais c'est quand même une image, je trouve, qui parle assez bien. Mais effectivement, le principe de la remyélinisation, c'est-à-dire comment on va réparer notre myéline, c'est des facteurs qu'on ne connaît pas encore très très bien. On a l'impression, comme ça, quand on regarde les différents tableaux de maladies chroniques, en particulier la sclérose en plaques, et grâce aux travaux de mes collègues, donc effectivement dans notre hôpital, qui font des techniques d'imagerie assez sioux, c'est que probablement on a ce qu'on appelle des facteurs individuels, c'est-à-dire que tout le monde ne répare pas de la même façon. Mais on n'est pas encore capable de dire pour une personne quel type de profil de remyélinisateur, de remyélinisation, est-ce que c'est un bon ou un mauvais remyélinisateur. Vous voyez, ça, c'est des choses, c'est clairement l'avenir, c'est pour faire du sur-mesure. Et je pense qu'à terme, on y arrivera, mais pour le moment, on n'est pas encore capable de le dire. Un autre élément qui est clair quand on travaille avec nos collègues pédiatres, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les enfants, de façon générale, c'est plutôt des bons réparateurs. Probablement parce qu'ils sont encore enfants et qu'ils ont plein de choses qui fonctionnent beaucoup mieux, et que nous, quand on est adulte, et surtout quand on vieillit, eh ben, on répare un peu moins bien. Voilà. Donc ça, c'est des grandes idées, on va dire. C'est des hypothèses, absolument. Alors là, par exemple, mais c'est pareil, c'est à l'état d'hypothèse, mais avec Kumaran, on travaille sur un projet d'IRM un peu spécial chez les enfants atteints de sclérose en plaques pédiatriques, et on est en train de regarder justement, grâce aux métriques qu'on fait dans notre laboratoire, la remyélinisation chez ces jeunes. Parce qu'on l'a fait chez l'adulte, et on pense que chez les 16, 18, 20 ans, c'est probablement de meilleure qualité. Vous avez moins de 20 ans? Bah non, alors. Alors, elle a 11 ans, mais elle a quoi comme maladie? La neurologue hésite entre la NMO et la Morgade sans anticorps. Ah d'accord. Alors malheureusement, pour le moment, nous, on prend que les scléroses en plaques à partir de 12 ans. Mais pour autant, si ça fait partie effectivement des profils de patients qu'à terme, on aimerait bien regarder sur notre IRM. Alors encore une fois, ça c'est de la recherche, c'est de la recherche sans bénéfice direct pour le patient. Le patient, il tire aucun bénéfice de ces recherches personnellement. On ne teste pas une nouvelle molécule, mais ça permet de faire avancer la recherche pour les patients qui sont atteints de cette maladie. Et voilà, donc oui, on travaille là-dessus. Ouais. Prendre la parole 2 minutes pour ceux qui ont des symptômes, qui ont des difficultés à les gérer. Vous allez pouvoir me voir, un coup je marche avec une canne, un coup j'ai pas la canne, un coup je peux pas bouger, un coup je suis assise, un coup je suis debout. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos centres de référence parce qu'ils ont souvent les infirmières qui bossent, qui font des ateliers thérapeutiques pour vous apprendre tout ça, vous expliquer tout ça, faire la différence entre une poussée et une épine irritative, etc. Tout ça, ça s'apprend. Et il n'y a que le vécu de votre maladie qui vous apprendra à gérer tout ça, en réalité. Et n'hésitez pas, vraiment, les infirmières d'éducation thérapeutique, c'est les premières lignes, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison de le souligner, Bérangère. C'est quand on a le diagnostic, ça va très vite, souvent quand le diagnostic tombe, parce que voilà, il y a plein de choses à savoir sur la maladie. On est souvent en train de discuter de traitement, quel type de traitement, il faut faire des prises de sang, des trucs, des vaccins, enfin bref. Donc tout ça, ça va assez vite. Et après, il y a le quotidien avec les symptômes séquelaires dont on a parlé, qui vont évoluer, plein de choses en fait au quotidien, et finalement, on peut avoir pas mal de questions. Et le rendez-vous avec le neurologue peut être un peu court parfois, et on n'a peut-être pas le temps de tout développer.
Le médecin traitant, il est aussi là, il ne faut pas négliger sa position, mais il ne connaît pas forcément la maladie. C'est une maladie rare, donc il va être pris en difficulté. Parfois, il ne va pas pouvoir non plus toujours répondre. Et donc, oui, le centre expert, le neurologue, l'infirmière d'éducation thérapeutique et les collaborateurs des centres experts, en particulier les rééducateurs, on s'appuie beaucoup sur nos collègues rééducateurs et ophtalmos, parce qu'ils sont aussi en première ligne sur beaucoup de types de symptômes. Et ça, c'est vraiment important d'être orienté sur les bonnes personnes. Et utiliser aussi la péridance. On est vu dans les autres patients qui ont l'habitude, qui connaissent. Pas les charlatans, pas ceux qui disent que fabriquent. Est-ce qu'il y avait d'autres types de symptômes dont vous vouliez parler? On a parlé de troubles sensitifs, troubles sphinctériens, la raideur. Peut-être vous en parlez après avec la rééducation. Ouais. Oui. Alors la douleur, oui, on en disait un mot tout à l'heure, quand c'est souvent une douleur d'allure neuropathique après l'atteinte de la moelle épinière, effectivement, il y a des médicaments qui peuvent exister, qu'on utilise au départ plutôt sur d'autres indications neurologiques, mais qu'on utilise de façon assez fréquente. Et puis alors dans certains centres, nous on a la chance aussi d'avoir un centre antidouleur. Alors la difficulté des centres antidouleurs, c'est qu'ils sont souvent assez surchargés. Donc on a du mal à les atteindre, mais c'est vrai aussi quand même qu'il ne faut pas hésiter à jouer cette carte, c'est-à-dire que parfois on a des patients avec le traitement classique qu'on sait manier, nous en tant que neurologue, on se rend compte qu'on a des difficultés. Et la douleur, on le disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même très pénible, hein, surtout quand elle est chronique, quand elle dure longtemps. Il va y avoir aussi, parfois on en a un peu marre, on est un peu excédé de cette douleur, donc il peut y avoir un cercle vicieux qui s'installe, et c'est important d'arriver à jouer sur tous les tableaux pour essayer de casser les cercles vicieux et pour avancer. Et ça, le centre antidouleur aussi, ils vont souvent avoir aussi des infirmières référentes, ils vont avoir des techniques complémentaires qui ne sont pas que des médicaments, parce que les médicaments, c'est souvent très utile, mais parfois il y a d'autres approches complémentaires qui peuvent être intéressantes, de sophrologie, de relaxation, de neurostimulation aussi, avec des TENS par exemple. Et c'est vraiment tous ces axes-là qui peuvent être mis en place. Alors à nouveau, nous, en tant que neurologues, ce n'est pas forcément des choses qu'on manie beaucoup nous-mêmes, mais on fait appel à nos collègues algologues ou centres antidouleurs qui peuvent nous aider. Et de façon générale, je pense que quand la douleur est vraiment installée chez un patient de façon très chronique, les premières lignes de traitement classiques ont été utilisées et qu'elles sont mises en échec, il ne faut pas hésiter à aller demander conseil à des médecins qui sont vraiment spécialisés dans la prise en charge de cette douleur.